Échiquier international, bienvenue à vous. Élection législative en Allemagne le jour d'après. Pourtant, le flou demeure. Les conservateurs de la CDU et son leader, Friedrich Merz, arrivent en tête, certes, mais fait moins que les 30% escomptés pour avoir les coups des franches et imposer donc un gouvernement. Arrivé en second, l'Alternative for Deutschland, parti d'extrême droite, enregistre lui 20%, doublant ainsi son écueil de voix par rapport aux dernières élections de 2021, son meilleur score depuis la Seconde Guerre mondiale. On va en parler. Et puis il y a une dimension internationale et surtout une seconde année de récession économique qui pourrait peut-être expliquer la future configuration politique germanique. On verra, on en parlera. Mais où est donc aussi passé Olaf Scholz, arrivé troisième avec un faible 16% des voix? Pire score du parti depuis 1887, recule également des Verts. Que révèlent donc ces résultats des élections sur l'état du pays? Quelques répercussions également sur le continent européen. Puis on parlera en dernière partie des 30 ans de la disparition de la Yougoslavie. Les plaies sont béantes et fumantes, sont les décombres. Quel bilan tirer après 30 ans? À tout de suite. Élection législative allemande le jour d'après, un jour qui devrait être long d'ailleurs, et dans l'intervalle, beaucoup de choses peuvent se passer. Pour en parler, je reçois l'auteur et le passionné en géopolitique, Nicolas Merkovitch. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Merci beaucoup pour cette invitation, c'est toujours un grand plaisir. Alors, Nicolas, vraisemblablement, l'Allemagne va être gouvernée par Friedrich Merz, le patron de la droite CDU, qui a vu son parti arriver en tête dans les élections fédérales avec un peu moins de 29% des voix, mais un scrutin fortement marqué également par la poussée de l'extrême droite. Que nous révèlent, selon vous, ces résultats sur l'état de la première puissance économique européenne? Je pense que cela montre que l'Allemagne n'est pas dans une position plus favorable que d'autres pays européens où on voit un peu un même scénario se dessiner avec une forte contestation de la part des électeurs des élites en place. Olaf Scholz se prend un véritable camouflet. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la plus grande défaite du Parti socialiste allemand depuis des générations. Nous avons une extrême droite. Alors je pense que ce n'est pas l'extrême droite classique hein, quand on pense à l'Allemagne, mais clairement un parti qui a des positions fortes sur l'immigration, sur la nationalisation, enfin sur le nationalisme, donc des partis qu'on appelle souvent populistes en Europe, qui fait un score incroyable, qui double ses voix. Et nous avons un parti conservateur, plutôt parti du système, qui lui a réussi à tirer son épingle du jeu à court terme, puisqu'il fait 28%. Pour autant, ce n'est pas un score aussi important qu'il aurait pu faire. Et puis, il ne va pas falloir oublier que la coalition CDU-CSU doit maintenant, aujourd'hui, trouver des partenaires pour gouverner. Parce que même s'ils sont en tête, il faut qu'ils gouvernent. Et ce n'est pas évident. Donc, vers qui vont-ils se retourner? Vont-ils peut-être se retourner contre, justement, vers le parti de Olaf Scholz, le grand perdant? C'est une question qui reste en suspens ce soir. Mais ça montre, en tout cas, que l'Allemagne est fragile, que les Allemands sont clairement mécontents. Les 20% pour l'AfD, c'est quelque chose d'assez incroyable. On vous aurait dit ça il y a quelques années, je pense que personne n'y aurait cru. Ça montre à quel point les Allemands sont extrêmement déçus par la politique menée par Olaf Scholz. Et un dernier point, et qui est très intéressant, c'est de regarder comment est-ce que les Allemands votent. On voit vraiment qu'il y a une espèce de deux Allemagne, une Allemagne de l'Est, on pourrait dire les descendants de la RDA qui ont voté massivement, et le sud aussi de l'Allemagne, qui ont voté le sud-est, qui ont voté massivement pour l'AfD, comme s'il y avait deux visions différentes de l'Allemagne et deux approches différentes sur les solutions à apporter pour cette crise sans précédent que traverse l'Allemagne, qui est censée être en effet le moteur industriel de l'Europe. Alors, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut dire, vous en parliez rapidement, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur l'AfD, parti anti-immigrationniste, et sa chef de file, 45 ans,
Alice Weidel, qui offre à l'extrême droite allemande son meilleur score au législatif depuis les années 30. Elle n'a pas édulcoré la radicalité de son programme durant la campagne, en allant même parfois jusqu'à reprendre des discours du parti nazi. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette écurie politique qui défraye la chronique malgré tout? Il manque clairement, comme dans tous les pays européens aujourd'hui, un peu de recul, un peu de structure dans les discours. On est dans les phrases un peu à l'emporte-pièce pour gagner des clics, pour gagner des voix. Et ça, tous les partis sont concernés. C'est malheureusement quelque chose qu'on voit dans tous les pays parce que tout le monde veut faire un peu le buzz pour attirer du monde. Je pense que l'AfD est un parti qui est quand même encore jeune, qui est en train de découvrir le pouvoir, hein, qui a fait quand même depuis quelques années des grands progrès. On voit qu'il y a un sujet majeur pour les Allemands qui est l'immigration. Ce n'est pas le seul sujet. Je pense que ce serait une erreur de croire que la seule raison pour laquelle les Allemands ont voté massivement pour l'AfD, c'est l'immigration. C'est sûr et certain que la politique d'immigration massive d'Angela Merkel, entre autres, et de Olaf Scholz, d'ouvrir les portes et à l'arrivée de beaucoup d'immigrés sans politique d'intégration, d'assimilation a été très mal vécue par les Allemands. Et je pense que c'est cette politique anarchiste qui visait essentiellement à récupérer de la main-d'œuvre bon marché et qui n'a pas géré les êtres humains comme des êtres humains, mais comme de la chair à industrie, parce que c'est la vérité. Il fallait de la main-d'œuvre pas chère pour éviter que les salariés de ces différents pays demandent des hausses de salaire au moment où des dividendes étaient en train d'augmenter. Eh bien, on ne peut pas juste faire venir des personnes, leur dire de travailler bas prix, et puis derrière, il n'y a pas de politique d'intégration. Et on voit aujourd'hui que c'est une catastrophe parce que les différentes communautés se retrouvent entre elles. Et on a, comme on l'a dans l'ensemble du monde occidental et en tout cas en Europe, eh bien, des espèces de divisions au sein même de la société. Il n'y a pas d'unité et chaque communauté se replie sur elle-même. Et ça, les Allemands ont voté contre ça, ça c'est sûr. Et c'est un phénomène qu'on voit partout en Europe aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui ne veulent plus de ces campagnes d'immigration massive non organisées, on va dire. Mais Nicolas Merkovitch, n'est-ce pas aussi le paradoxe allemand, c'est-à-dire le patronat, les chefs industriels, les mastodontes de l'industrie allemande qui réclament de la main-d'œuvre pas chère, et en même temps une partie de l'Allemagne qui refuse, en tout cas qui se montre très sceptique par rapport aux nouveaux arrivants qui demain, malgré tout, vont être intégrés à l'économie allemande? Tout à fait, il y a une hypocrisie qui est flagrante. Tout le monde a regardé ses pieds pendant longtemps. Il y a une hypocrisie qui est flagrante. Je pense que l'erreur de fond, c'est que cette campagne a été faite essentiellement pour faire venir des travailleurs bon marché. Et après, savoir ce qu'on allait en faire n'était pas le souci. Donc, s'assurer que ces personnes vivent dans des conditions décentes, s'assurer qu'elles apprennent les langues, s'assurer qu'elles s'intègrent, s'assurer que la population allemande comprenne pourquoi est-ce qu'il y a cet afflux de main-d'œuvre pour aider l'industrie. Je pense que ça aurait aidé la solution, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et beaucoup de personnes d'Allemands ne sont pas contents de cette situation, mais beaucoup aussi d'immigrés qui sont arrivés sur place, qui espéraient trouver un meilleur niveau de vie, trouver de la liberté d'expression, trouver différentes choses qu'elles n'avaient pas dans les pays qu'elles ont quittés, sont extrêmement déçues de se retrouver dans des quartiers qui sont pas les meilleurs quartiers des villes, avoir des salaires qui sont très très bas. En Allemagne, en plus, vous pouvez avoir des salaires particulièrement bas. Donc c'est une solution perdant-perdant pour une bonne partie de la population allemande et pour ces immigrés. En revanche, c'est sûr que les grands patrons qui ont bénéficié de ce poids sur le salaire, eux, ils en ont profité. Eux, ils en ont clairement profité. Et ça souligne l'hypocrisie derrière tout ça. Et aujourd'hui, comme l'Allemagne va moins bien, eh bien évidemment, c'est plus difficile d'avoir de l'accès à de l'emploi pour tout le monde. Et malheureusement, eh bien, quand vous n'avez pas travaillé l'unité, eh bien, les gens se divisent. Et c'est tellement plus simple d'accuser son voisin étranger ou d'accuser l'autochtone qui défend sa patrie que de dénoncer ceux qui ont organisé tout cela. Alors restons, si vous voulez bien, encore quelques secondes avec l'AfD et Alice Weidel, sa leader, qui représente quand même une extrême droite à l'image un peu contrastée, carrière internationale, eurosceptique. Elle vit donc avec une Sri Lankaise, mère de 2 enfants. Elle prône le retrait de l'Allemagne de l'UE. Son grand-père paternel, Hans Weidel, je l'ai appris personnellement aujourd'hui, a été juge nazi à partir de 1941. Il a été nommé directement par le Führer du Reich allemand, un certain Adolf Hitler. Voici donc le contraste
que Oui. concentre la chef de file du premier parti d'opposition d'Allemagne. C'est quand même, la symbolique est quand même là. Oui, je pense aussi que ça montre la fatigue, le mélange des genres qu'il y a aujourd'hui en Occident. Les gens sont perdus, on mélange beaucoup de choses sont mélangées et ça montre là, je vous dis, cet Occident qui n'arrive pas à se réinventer en ce moment. Donc, je peux pas, enfin, je pense que dans beaucoup de pays, on voit ces espèces de mélange de genres qui peuvent paraître évidemment choquants, mais il manque une colonne vertébrale. Je pense que c'est extrêmement important. Il manque une colonne vertébrale politique pour la plupart des pays. Beaucoup de gens vont se retrouver et c'est ce à quoi je veux en venir sur ce qu'ils n'aiment pas. Et ça, on peut trouver. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont clairement pas en Europe aujourd'hui. Très franchement, l'Europe n'est plus du tout le poumon économique qu'il a pu être, n'est plus du tout un havre de culture où les gens allaient pour essayer d'avoir une situation non seulement économique meilleure, mais culturelle. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et donc, beaucoup de personnes se retrouvent sur ce qu'elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas plus d'État, elles ne veulent pas plus d'immigration, elles ne veulent pas, etc. Mais au bout d'un moment, si vous luttez contre quelque chose, vous ne vous défendez pas quelque chose. Et ça, c'est un problème que beaucoup de ces partis populistes ont en Europe aujourd'hui, c'est qu'elles ne défendent pas, elles ne défendent pas assez, je pense, ce qu'elles veulent. Qu'est-ce qu'elles veulent concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire être un Allemand? Qu'est-ce que ça veut dire être un Européen? Et Alors, ça, qu'est-ce qu'être un Allemand? Pardon, hein, je vous coupe, mais je vais vous laisser répondre dans la suite de ce que vous disiez. Qu'est-ce qu'être un Allemand? En faisant des recherches, Nicolas, je suis tombé sur ce sondage qui date de janvier dernier. 56% des Allemands estiment que leur pays manque de cohésion, c'est ce que vous disiez, manque de cohésion sociale, notamment à l'Est. On y apprend que les postes de responsabilité, notamment en économie, dans les médias, dans les universités, étaient détenus par des Allemands de l'Ouest. À se demander si l'unification allemande de 1991 a abouti réellement. oui, eh bien, vous avez raison. C'est un point fondamental. Et il y a un problème aujourd'hui où avec on va dire le modèle mondialiste qui nous a été imposé d'un monde sans frontières, d'un monde. Alors évidemment, les mondes sans frontières, ça bénéficie surtout au capital, ça bénéficie à ceux qui font du trafic d'êtres humains pour avoir des salaires très très bas, ça bénéficie à ces personnes-là, mais beaucoup de personnes se réveillent avec un peu une gueule de bois, pour ainsi dire. C'est qu'on est dans une situation qui n'a pas apporté de ruissellement, qui n'a pas apporté de richesse ni culturelle ni économique. Et aujourd'hui, eh bien, les personnes sont perdues et ne se retrouvent pas dans l'Union européenne. On nous dit à la longueur de journée, vous êtes européen, mais qu'est-ce que ça veut dire être un Européen? Et puis après, on dit, ben non, nous, on est Allemands. Mais même parmi les Allemands, il y a des personnes qui disent, mais attendez, ça c'est un Allemand de l'Ouest, un Allemand de l'Est. Il y a un problème d'identité, mais je n'aime pas trop ce débat ce débat, l'emploi juste du terme d'identité. Les gens se cherchent. En gros, je pense qu'il y a une grosse quête dans le monde occidental globalement Il y a une pour essayer perte de de définir sens. une quête de sens, une quête spirituelle, clairement. N'oublions pas que beaucoup de ces pays-là abandonnent leur foi ou même se moquent de leur propre foi, enfin en tout cas historique. Donc du coup, ça, évidemment, il y a un manque de verticalité dans la société, de valeurs, de repères. Il y a une croissance de l'individualisme. Et Aujourd'hui, justement, qu'est-ce que c'est une société? Une vraie société doit être capable d'intégrer, définir combien d'immigrés elle peut faire entrer, mais une fois que les immigrés sont là, les intégrer, les faire participer à la société. Il manque une vision du bien commun, si vous voulez. Mais comment intégrer, Nicolas, quand on a une Allemagne qui est en baisse de forme économique, qu'on est loin de cette Allemagne des années 2000, des années Oui. du miracle économique allemand, croissance forte, excédents commerciaux, 20 ans après, c'est un pays qui rencontre une seconde année de récession, l'énergie bon marché s'est terminée, l'affaire du Nord Stream est passée par là. Ajoutons à ceci également le Covid, la guerre en Ukraine. Olaf Scholz et son parti n'ont peut-être pas n'ont pas pu résister à cet amas de facteurs négatifs. Vous avez 100% raison. L'Europe va extrêmement mal aujourd'hui. Et c'est pas encourageant parce que justement, quand dans ces sociétés cloisonnées que les oligarques ont fait, vous savez, c'est toujours la même politique, c'est divider et impera. On divise pour mieux régner. Donc on a divisé la société, on a fait en sorte que les personnes soient opposées sur des facteurs qui peuvent être religieux, qui peuvent être ethniques, qui peuvent être différents éléments, mais pour être sûr que le peuple, lui, ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer pour déloger ceux qui sont en train de diviser. Au contraire, il faut de l'unité, mais aujourd'hui, les sociétés sont très divisées.
il y a des problèmes économiques graves. Comme vous le disiez tout à l'heure, l'Allemagne a été en récession, c'est le moteur économique. En France, le pays voisin, qui est censé être le deuxième moteur économique de l'Europe, on avait plus de 66 000 faillites. Nous sommes un pays, la France aujourd'hui, qui est endetté de plus de 1 000 milliards d'euros par rapport à ce qu'elle était avant que Emmanuel Macron arrive. On a un pays qui a une zone euro qui a la zone avec le plus faible taux de croissance au monde. Donc l'Europe ne fait plus rêver. Moi, je dis à mes amis, si vous partez, vous savez, moi, je discute avec d'autres Français et on parle, nous, de nos enfants. Est-ce que nos enfants ne devraient pas émigrer? Ça, c'est une discussion que peu de gens savent, mais beaucoup de Français, de familles françaises se posent cette question. Est-ce que les enfants qui veulent émigrer, quelle réponse apporter à ça? Parce qu'il n'y a plus de réponse satisfaisante pour beaucoup de Français. Et donc, on peut imaginer, évidemment, les immigrés d'étrangers qui arrivent vont être évidemment extrêmement déçus parce que la zone va très mal. On a été très mal géré depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, enfin en tout cas en France, je pense, depuis la fin du général de Gaulle, avec des politiques mondialistes qui aujourd'hui ont bénéficié à ceux qui avaient déjà du capital, mais n'ont pas profité au reste du peuple. Et ça, aujourd'hui, le peuple est de plus en plus mécontent. Et ça, on l'a vu en Allemagne. Et ça existe également dans d'autres pays. Alors, restons en Allemagne. Je sais que Nicolas Merkovitch, vous êtes aussi un passionné en géopolitique. On le disait, dans les années 2000, l'Allemagne auréolée de sa surpuissance économique. Certains analystes, comme Emmanuel Todt par exemple, pariaient sur le retour de l'autonomie allemande, même face aux Américains. Ils pariaient sur un bras de fer entre l'Allemagne et l'Amérique. Cela n'a pas eu lieu. On sait que plus de 2 décennies après, aujourd'hui, on sait qu'il y a 25 bases américaines sur le sol allemand, comme la célèbre base américaine de Ramstein, dans le district de Kaiserslautern, ça se situe au sud-ouest de l'Allemagne. L'affaire du Nord Stream, on sait que les Russes n'ont pas grand-chose à y voir, même les Américains le disent. À se demander si on ne parle pas donc de l'Allemagne, si ce n'est pas un pays qui n'a jamais perdu son statut de pays occupé de 1945. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est tout à fait vrai. Comment voulez-vous être indépendant quand vous avez des dizaines de milliers de soldats étrangers sur votre sol? Ça n'existe pas. Il n'y a que dans les films ou dans les médias dominants en France, en tout cas, ou en Europe de l'Ouest, qu'on peut croire à ces balivernes. Bien sûr que l'Allemagne n'était pas indépendante. Elle était sous contrôle des États-Unis qui ont des enjeux géopolitiques majeurs en Allemagne et qui veulent surtout s'assurer que l'Allemagne ne devienne pas ce que vous évoquiez tout à l'heure ou ce que certains auraient pu croire que l'Allemagne deviendrait, c'est-à-dire une grande puissance économique mondiale capable de rivaliser avec les États-Unis. L'Allemagne est devenue une très grande puissance économique, ça c'est clair, mais surtout, le but des Américains, c'était d'être sûr que l'économie allemande ne ferait jamais de l'ombre à l'économie américaine. Donc tout ça est dans une stratégie qui était, en tout cas jusqu'à l'élection de Trump, on va voir ce qu'il va faire. La stratégie des États-Unis, c'est de garder l'Europe de l'Ouest dans sa zone d'influence et sous contrôle. N'oublions pas que Zbigniew Brzezinski, dans son livre Le Grand Échiquier, en 1997, dit très clairement que l'Europe de l'Ouest est un protectorat américain et que les Américains gouvernent l'Europe de l'Ouest comme l'Empire romain gérait ses provinces. Nicolas Merkovitch, vous faites bien de parler du Grand Échiquier parce que Brzezinski le dit, mais beaucoup de géostratèges américains le disent, que leur hantise est que l'Allemagne ne s'approche pas trop de la Russie. Ce pont énergétique serait une menace tout bonnement pour l'impérium américain. Alors, parlons encore de l'Allemagne, mais d'une autre manière. L'Allemagne, aussi avec les États-Unis de Bill Clinton, on est le 15 janvier 1991, qui a reconnu, à l'époque, le chancelier allemand était Helmut Kohl, qui reconnaît la Slovénie, la Croatie comme un État indépendant, symbolique du premier coup de marteau contre l'État fédérateur de Yougoslavie, malgré les dénonciations du Parlement yougoslave qui dénonce une menée unilatérale allemande et américaine. La partie serbe a également formulé des plaintes à l'ONU concernant les menées de l'Allemagne. On connaît la suite, Nicolas Merkovitch, vous êtes aussi personnellement mêlé à cette équation difficile, puisqu'après s'ensuivra les bombardements en Serbie et la balkanisation de la région. Tout à fait. L'Allemagne, ça souligne encore l'hypocrisie occidentale qu'on voit encore aujourd'hui, d'Occidentaux qui sont toujours prompts à dénoncer les guerres des autres, mais qui ne veulent jamais qu'on parle de leur propre guerre.
l'Allemagne a la responsabilité de la destruction violente de la Yougoslavie. La Yougoslavie est une construction qui était jeune. C'est difficile, hein, avec du recul, de dire est-ce qu'il fallait la maintenir ou pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à l'époque, il y avait les moyens pour faire en sorte que si elle devait se scinder, que cela puisse se passer de manière pacifique. Or, l'Allemagne a reconnu l'indépendance de deux républiques yougoslaves, celle de Croatie et celle de Slovénie, avant même que ces républiques entament les procédures nécessaires et que la Yougoslavie entame les négociations avec ces républiques sécessionnistes pour discuter d'une issue qui aurait pu être pacifique, je le répète. Pourquoi est-ce que l'Allemagne a reconnu ça, alors que les Yougoslaves n'avaient pas encore décidé? Et aujourd'hui, l'Allemagne donne des leçons sur ce que les pays ont le droit de faire ou pas à l'étranger, où est-ce qu'il faut mener des guerres, et il n'arrête pas de donner des leçons sur l'ingérence. N'oublions pas l'ingérence de l'Allemagne, la brute violence On a du mal avec le son. Ça, je pense que c'est évidemment une des causes des guerres que nous avons eues en Yougoslavie, où on a plusieurs centaines de milliers de morts. De nouveau, on voit la tactique d'opposer les différents peuples de Yougoslavie les uns contre les autres. Alors, il y avait un terreau qui était fertile pour ça, parce que les peuples de Yougoslavie avaient été déjà séparés pendant la Deuxième Guerre mondiale, où une partie, les Bosniaques et les Croates, avaient été du côté des Allemands nazis. De nouveau, les Allemands se sont servis de ce levier qu'ils avaient sur une partie des Slaves du nord de la Yougoslavie pour attiser la haine contre les Serbes, alors que le droit international aurait voulu que tous ces peuples de l'ex-Yougoslavie puissent discuter et décider ensemble du futur qu'ils avaient envie de vivre ou pas ensemble. Alors, la Yougoslavie, 30 ans après, la Croatie, la Serbie ont renoué avec une certaine autonomie. On essaye de s'en sortir, aux grandes dames des Occidentaux d'ailleurs, il faut le dire. Tandis que la Slovénie, la Bosnie, le Monténégro et la Macédoine du Nord sont toujours en difficulté, difficultés de toutes sortes d'ailleurs, sans oublier l'épineuse question albanaise en Macédoine et également au nord du Kosovo. Vous avez écrit un livre sur le sujet, Nikola Merković. Oui, le martyr du Kosovo, justement, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a ouvert les yeux, parce que j'ai toujours cru à l'époque que les médias occidentaux disaient la vérité et que nous étions la terre de la liberté d'expression, des droits de l'homme. Et je me suis rendu compte, comme j'ai de la famille à l'époque, en tout cas en Yougoslavie, que bien, la vérité n'était pas chez nous. Et je pense qu'il ne faut jamais voir une histoire avec une vision manichéenne, les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Il y a forcément des deux dans les deux camps. Mais là, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de mensonges. Et on voit encore l'hypocrisie de l'Occident. C'est ce que j'explique dans mon livre « Le martyr du Kosovo », où l'OTAN a bombardé illégalement la Serbie. Elle a bombardé à cause du Kosovo, qui était un problème que les Serbes devaient régler avec une partie de la minorité albanaise du pays qui voulait la sécession. Tous les Albanais n'étaient pas comme ça, mais une partie extrêmement violente, financée, formée, soutenue par des pays étrangers, membres de l'OTAN. Il faut le soutenir, il faut le souligner. En misant sur des mouvements radicaux comme en Syrie, comme en Libye, comme en Ukraine, toujours le même schéma finalement. Toujours le même schéma. Ils s'appuient sur un mouvement de jeunes radicalisés, parce que c'est eux qui vont se battre, c'est eux qui vont mourir pour une cause. Ils s'en servent, et une fois qu'ils n'en ont plus besoin, ils placent leurs pions, ils gardent quelques chefs pour donner le change à leurs troupes, et ils prennent le pouvoir. Et ceux qui se sont battus, on les envoie se battre dans d'autres guerres, sur une autre ligne de front pour s'en débarrasser, parce qu'ils sont perçus comme de la chair à canon. C'est exactement ce qu'ils ont fait dans tous les pays que vous avez mentionnés. Alors Nikola Merković, on redoute également, enfin les peuples de la région redoutent d'autres révolutions colorées, dont le but serait, il faut le dire, faire avancer l'agenda atlantiste. Vous y croyez? Vous voyez d'autres révolutions colorées qui traversent cette ère géographique? Oui, il y a des tensions en Serbie en ce moment même. Il y a des tensions où les atlantistes essayent de tirer parti, mais c'est plus complexe que ça apparaît. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Autant en Géorgie, c'était clairement des manifestations de rue qui étaient poussées par des organisations, des associations qui recevaient de l'argent de la part des États-Unis ou de Bruxelles contre le gouvernement légitimement élu. Et là, aujourd'hui, même les Américains le disent. C'est-à-dire que on nous traitait de tous les noms quand on disait ça il y a encore quelques années. Et maintenant, les Américains sont les premiers à le dire. Donc, nos atlantistes européens sont complètement perdus parce que le maître, maintenant, a changé sa casaque de couleur et dit ce que nous disions. Donc, en Géorgie, c'était clairement organisé depuis Bruxelles et Washington. Aujourd'hui, les manifestations qu'on voit en Serbie sont des manifestations
qui sont plus spontanés. C'est plus compliqué. Vous avez à la fois des patriotes dans la rue qui dénoncent la corruption, en tout cas qui veulent plus de prospérité partagée dans le pays, et vous avez des atlantistes qui essaient d'en profiter aussi, mais contrairement à ce qu'on a pu voir en Géorgie, il y en a moins. En tout cas, c'est pas eux qui contrôlent tout. Mais ils ont intérêt à faire tomber Vučić, qui lui tient une position extrêmement délicate parce qu'il veut, n'oublions pas que le président serbe, on le rappelle. Excusez-moi, oui, le président serbe, parce que la Serbie se positionne comme un pays indépendant. Nous sommes de cet héritage des pays non alignés et qui, je pense, est intelligent, et c'est la position que tient Aleksandar Vučić, le président aujourd'hui, d'être à la fois ami de l'Est, ami de l'Ouest, capable de discuter et avec le Nord et avec le Sud, sans rentrer dans un camp. Le problème, c'est que les Occidentaux veulent le forcer à rentrer dans le camp. Donc, il a beaucoup de pression. Il y a beaucoup d'agents étrangers occidentaux qui sont présents en Serbie aujourd'hui. Il a énormément de pression. Pour autant, voilà, il est au pouvoir depuis longtemps, et les Serbes, en attendant, attendent plus de leur gouvernement. Donc, il y a eu un scandale de corruption et d'une gare qui s'est écroulée, où 15 personnes, une gare qui a été refaite récemment, 15 personnes sont mortes, et ça a soulevé une partie de la population serbe qui attend plus de son gouvernement. Donc, on a vu que Aleksandar Vučić a réagi. On va voir si ça suffit pour calmer les manifestations. Mais on voit que c'est une région qui reste tendue. Vous savez pourquoi? Parce que les bombardiers, les soldats de l'OTAN, de l'ONU qui sont arrivés dans les années 90, ils ont promis, leur gouvernement ont promis la prospérité. Ils ont promis que les différents peuples des Balkans vivraient en paix, que ce serait un nouvel Eldorado, un nouveau paradis pour tout le monde. Et quand on regarde 30 ans plus tard, ce n'est pas le cas. Il y a toujours de la corruption. Ce sont des pays qui restent toujours malheureusement pauvres, dont on profite. Vous le savez, c'est le même sujet un peu que l'immigration, mais à l'envers. Oui. C'est-à-dire que les grandes entreprises profitent de la main-d'œuvre pas chère localement pour externaliser la production. Et ça, c'est le sujet. On revient toujours au même sujet du capital qui profite des Ouais, voilà. Merci beaucoup Nikola Merković, on souhaite bon courage à tous ces peuples, et notamment au peuple serbe. Merci d'avoir été des nôtres, merci de nous avoir accompagnés. Nikola Merković, auteur, je le rappelle. Je vous dis à bientôt, l'Ichki International arrive à son terme. Merci de nous avoir suivis en vous souhaitant une agréable soirée.